Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé Famille, le podcast de la fondation d'entreprise IRSEM. Chaque mois, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet lié à l'amélioration de la qualité de vie des malades et de leurs proches aidants. Grâce aux témoignages de malades, d'aidants et de professionnels, nous essayons de dégager des pistes de solutions. Au programme aujourd'hui, la e-santé. La révolution numérique et les découvertes médicales bouleversent la vie des patients. La santé numérique ou e-santé recouvre l'usage des technologies de l'information et de la communication dans le champ de la santé entendu au sens large. De nouvelles solutions thérapeutiques voient le jour, des dispositifs médicaux pour aider les patients à mieux vivre au quotidien, des solutions digitales pour l'autonomie des patients comme les applications smartphone, les objets connectés ou encore les jeux thérapeutiques. Pour mieux comprendre l'intérêt, les enjeux, mais aussi les limites du digital dans le domaine de la santé, et notamment dans le cadre de la maladie de Parkinson, nous allons rencontrer aujourd'hui Monsieur Alexis Genin, directeur des applications de recherche de l'Institut du cerveau depuis 2012, et Monsieur David Grabli, neurologue, clinicien du Centre expert Parkinson au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Monsieur Alexis Genin, pouvez-vous définir ce qu'on entend exactement par santé numérique ou e-santé ? La e-santé, c'est en fait l'ensemble des outils de l'informatique tels qu'ils peuvent être déployés pour permettre une médecine plus efficace et plus individualisée. Alors ça commence par les systèmes d'information en santé, le fait de pouvoir centraliser sur une interface informatique toutes les données de santé d'une personne et donc d'avoir une meilleure vision globale à la fois de sa santé mais de son parcours de santé au cours des années. C'est aussi la télémédecine. Donc la médecine à distance et la capacité qu'on a maintenant grâce aux nouvelles technologies de pouvoir réaliser une consultation à distance, de faire des expertises médicales dans certaines pathologies également à distance, voire de soutenir, d'aider des malades à distance. Et puis, il y a un dernier pilier de la santé numérique qui est l'ensemble des services qu'on peut développer pour avoir des outils de prévention de la maladie ou des outils de suivi plus proches, plus efficaces, plus individuels de celle-ci. Dans ce domaine, la e-santé ou la santé connectée intègre souvent des objets connectés comme des montres intelligentes, des tissus intelligents ou différentes applications mobiles, etc. Merci de ces explications. Comment l'e-santé peut-elle contribuer au parcours de santé des patients ? Ça commence vraiment avant même la maladie par des plateformes qui peuvent aider à prendre soin de sa propre santé et de se maintenir en bonne santé, par de l'éducation thérapeutique, par des bonnes pratiques de prévention, que ce soit alimentaire ou bien de pratiques d'exercice physique. Et ça branche ensuite vers quelque chose qui est absolument crucial pour mieux soigner, qui est le fait de diagnostiquer tôt et de manière individualisée pour anticiper les besoins éventuels de traitement. Et ça, ce sont deux piliers sur lesquels les outils de la e-santé, c'est-à-dire cette capacité de capter une information à domicile chez la personne qui est encore saine, peut permettre d'aller beaucoup plus vite dans un traitement et donc d'être plus efficace. Ensuite, une fois que le diagnostic est posé, que la maladie est constatée, la e-santé ou les outils de la télémédecine, si on les prend au sens large et de la e-santé au sens large, permettent d'avoir des pratiques de soins optimisées, quel que soit l'endroit du territoire où vous vivez. Et donc, ça permet de réduire cette fracture qu'il y a pu y avoir d'une médecine dite à deux vitesses, où dans certaines régions de France, vous pouviez être mieux soigné que dans d'autres. Grâce à la e-santé, vous mettez à niveau les expertises et le niveau de la médecine que vous pouvez déployer sur tout le territoire. Et vous pouvez également renforcer le lien avec des malades, quel que soit l'endroit où ils vivent. Et puis, il y a un dernier ou un avant-dernier pilier qui est le fait de, grâce à des outils connectés, de pouvoir rendre le malade acteur de sa thérapie et de son soin en intervenant lui-même dans son style de vie et dans la façon d'accompagner le traitement médicamenteux pour avoir une plus grande efficacité. Tout ça en étant guidé, non pas directement par le médecin, mais par des outils qui sont en interface avec le médecin et qui permettent d'accompagner ce malade dans sa thérapie. Et puis il y a bien sûr de manière transversale, mais ça c'est plus le domaine de l'Internet, entre guillemets, cette capacité de déployer plus efficacement une information sur la maladie, sur les parcours dans la maladie pour tout le monde. Monsieur Genin, quel type de projets e-santé sont développés dans votre écosystème Institut du cerveau et sur quelles pathologies sont-ils centrés ? Quels projets concernent plus particulièrement la maladie de Parkinson ?
Donc, vous savez que l'Institut du cerveau est situé au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est le plus grand hôpital de neurologie et de psychiatrie en France. Et c'est un institut qui rassemble à la fois un très grand nombre de chercheurs pour mieux comprendre les maladies, de médecins et d'entrepreneurs qui viennent pour aider à développer de nouvelles solutions. Dans le domaine de la maladie de Parkinson, on s'est appuyé récemment sur un de nos outils internes qui est ce qu'on appelle un Living Lab pour développer de nouvelles solutions. Un Living Lab, c'est un laboratoire d'innovation participative dans lequel à la fois des ingénieurs, des entrepreneurs, des médecins, mais aussi des personnes malades vont venir réfléchir à une problématique et se demander comment on peut développer une solution concrète et rapidement déployable. Donc, c'est si vous voulez, un accélérateur de co-conception d'innovation. Et dans le domaine de la maladie de Parkinson, on a pu voir que différents problèmes quotidiens de malades atteints de la maladie de Parkinson peuvent trouver une partie de solution avec des solutions digitales. Il y a les questions de gel de la marche, ce qu'on appelle le freezing, pour lequel des solutions techniques permettent de débloquer la marche du patient. Il y a les questions de phonation. Il y a aussi les effets de dose lorsque un patient est traité par une molécule qui s'appelle la L-Dopa qui va contribuer à rétablir un mouvement normal, mais qui, fonction de la dose sanguine de cette L-Dopa, va avoir parfois trop ou pas assez d'effets. Et les applications digitales peuvent permettre d'aider à mesurer tout ça et donc d'avoir une meilleure efficacité et un meilleur dosage de ce type de thérapie. Et aujourd'hui, en particulier, on a un malade atteint de la maladie de Parkinson qui en même temps est entrepreneur et qui a créé avec nous son entreprise pour développer ses interfaces digitales et mettre à disposition de toute la communauté des patients des outils facilitant leur vie quotidienne. Ça, c'est pour la maladie de Parkinson. Il y a bien d'autres domaines dans lesquels on est actif. Vous savez on est actif, par exemple, dans le domaine de l'épilepsie, des troubles du sommeil, où là, on a participé à la naissance d'une entreprise qui a maintenant beaucoup grandi, qui s'appelle BioSerenity, et qui développe des vêtements connectés. Et ces vêtements connectés permettent de lire des signaux qui vont être les mouvements, la transpiration, le rythme cardiaque. Il y a également un bonnet de nuit qui mesure l'activité du cerveau et qui a comme principale utilité de permettre de faire le diagnostic d'une forme ou d'une autre d'épilepsie en restant à domicile, sans avoir besoin d'aller à l'hôpital. Dans le domaine de la maladie d'Alzheimer comme de la maladie de Parkinson, on a pu observer que les jeux vidéo sérieux, les mêmes jeux vidéo que des adolescents ou des personnes moins jeunes d'ailleurs utilisent de manière purement ludique, peuvent être utilisés pour accompagner une thérapie. Dans la maladie de Parkinson, on parlait de ce problème de freezing, de gel du mouvement. Ce gel du mouvement provoque des chutes qui, chez une personne âgée, peuvent avoir des conséquences vraiment importantes. Et donc, on a développé des jeux vidéo qui permettent de s'entraîner à domicile et donc de prévenir, de réduire les chutes chez le malade de Parkinson. Avec une méthodologie qui est celle que l'Institut du cerveau déploie tout le temps, qui est celle de la rigueur absolue sur la mesure de l'efficacité de ces produits. Le jeu vidéo, on en a fait presque une sorte de médicament digital avec des essais cliniques pour valider la réelle efficacité du jeu vidéo tel qu'il a été conçu pour prévenir et diminuer le nombre de chutes. La même chose s'applique dans la maladie d'Alzheimer où on sait que la stimulation cognitive et la stimulation des mouvements chez les malades d'Alzheimer a un rôle pour prévenir ce déclin cognitif et surtout empêcher d'arriver dans une situation d'apathie complète. Et là encore, des jeux vidéo sont une interface utile, bien sûr en complément du traitement médicamenteux, pour aider le patient à maintenir son autonomie. Selon une étude de l'adresse, près de 80% des médecins seraient convaincus par l'e-santé. Monsieur David Grabli, en tant que neurologue, spécialiste de la maladie de Parkinson, pourquoi vous intéressez-vous au digital et qu'est-ce que cela vous apporte au quotidien dans votre pratique médicale ? Bonjour. Alors, je pense que la première chose à faire, et ça me paraît très important, c'est de bien différencier dans les applications e-santé ce qui va s'adresser à un public large et non malade. Typiquement, par exemple, l'accessibilité, facilité à des services de santé via la télémédecine, par exemple, ou alors un certain nombre d'applications qui vont permettre d'améliorer son activité physique, des applications qui sont centrées autour du bien-être. Donc ça, je pense qu'il faut le mettre de côté. Et là, finalement, l'objectif de la discussion qu'on va avoir, c'est surtout de s'intéresser à la e-santé quand elle s'applique à des situations de pathologie particulières, à des maladies rares ou à des maladies chroniques. Et je pense qu'on peut utiliser comme exemple une maladie que je connais bien, qui est celle dont je m'occupe, qui est la maladie de Parkinson.
Alors, pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser à la maladie de Parkinson? Parce que je pense que ça constitue un très bon exemple et un très bon paradigme pour l'e-santé dans l'ensemble des développements qu'on peut y voir. La première chose, c'est que c'est une maladie qui est caractérisée par des symptômes qui sont facilement mesurables par des dispositifs de type actimètre, par exemple, puisque la maladie de Parkinson, on le sait, est principalement caractérisée par des symptômes moteurs, par le ralentissement moteur, par le tremblement, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on sait mesurer. La deuxième chose, c'est que c'est une maladie qui est caractérisée par des changements au cours du temps. C'est peut-être un des éléments très, très importants de cette pathologie, c'est que les patients, au gré des prises de médicaments, au cours d'une même journée, vont expérimenter des états qui sont des états extrêmement différents, soit des situations dans lesquelles les symptômes moteurs, le ralentissement, le tremblement sont très présents, soit des situations au contraire dans lesquelles ces symptômes s'améliorent sous l'effet des médicaments. Donc il y a un premier élément de variabilité. Et un deuxième élément de variabilité qui est que la manière dont ces symptômes s'organisent au cours du temps va changer avec la progression de la maladie. Donc, on est dans une situation dans laquelle les patients expérimentent des états très différents et des changements qui arrivent à une fréquence élevée, alors même que les consultations avec le neurologue sont des consultations extrêmement espacées dans le temps. On va dire qu'en moyenne, les patients sont vus une fois tous les 6 mois dans les meilleures conditions, avec un rythme qui n'est pas dicté par leur état clinique et par leurs interrogations au sujet de leur état clinique finalement. Merci de ces informations. Concrètement, dites-nous, l'e-santé, santé numérique, peut-elle être appliquée aux pathologies du type maladie de Parkinson ? Alors, dans le cadre de ce modèle qui, comme je l'ai expliqué, est un bon modèle, je pense qu'il faut distinguer plusieurs dynamiques d'utilisation de ces dispositifs d'e-santé. Je dirais qu'il y a une dynamique qui est centrée autour des solutions qui vont être proposées aux patients. Il y a plein d'applications et je pense que c'est un champ qui n'est pas encore complètement clos et qui va s'étendre dans les années qui viennent. Il y a tout ce qui va viser à améliorer la qualité de vie des patients. Alors, par exemple, on sait que les patients parkinsoniens sont très anxieux et qu'une partie de leurs symptômes peut être médiée par l'anxiété. Le fait d'avoir du recours à du neurofeedback pourrait être une manière de moduler et l'anxiété et leurs propres symptômes. On sait aussi que c'est des patients qui ont des difficultés motrices, par exemple. Donc, le fait de développer des solutions d'e-santé en général et des dispositifs qui sont adaptés à leurs difficultés motrices peut être une manière d'améliorer leur qualité de vie. Autre élément, c'est des patients qui vont avoir besoin de se surveiller, qui vont avoir besoin d'avoir des rappels, notamment pour la prise des médicaments. On sait que les patients parkinsoniens peuvent parfois être amenés à reprendre leur traitement 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour à horaire fixe, que le retard de traitement peut être accompagné d'une détérioration de leur état et que cette régularité des prises, en fait, elle est très difficile à appliquer dans la vie de tous les jours. Imaginez-vous dans la situation dans laquelle vous devez prendre votre traitement toutes les 2h30 ou toutes les 3 heures, ça revient très fréquemment. Et il y a souvent cette possibilité d'oublier les traitements parce qu'on est pris dans ces activités de la vie quotidienne, en train de discuter, en train de prendre un repas, en train de travailler. Et du coup, la question de solutions qui permettraient de rappeler le moment où doivent être pris les médicaments, c'est des solutions qui sont extrêmement utiles pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. La troisième application, c'est autour de la rééducation. L'activité physique et la rééducation font partie intégrante du traitement de la maladie de Parkinson. Ça fait partie même des éléments qui sont au moins aussi importants que les médicaments. Et l'accès à ces ressources, que ce soit l'activité physique adaptée ou que ce soit la rééducation, est parfois très compliqué en raison d'une offre de soins qui est parfois déficiente. C'est vrai dans les déserts médicaux, mais c'est aussi vrai en Île-de-France. Donc le fait de développer des systèmes et des applications autour de la e-santé qui vont permettre de faire de l'auto-rééducation sont essentiels pour donner accès à ces techniques fondamentales pour la prise en charge au plus grand nombre de patients atteints de la maladie de Parkinson. Et puis, la dernière application qui se développe, et moi je trouve que celle-là est particulièrement intéressante, c'est l'accès à des programmes d'éducation thérapeutique pour les patients. On sait que l'éducation thérapeutique, c'est un dispositif qui est essentiel dans la prise en charge des maladies chroniques. Le diabète est un bon exemple. Ça se développe pour la maladie de Parkinson. Le problème, c'est que les programmes en présentiel sont peu accessibles, sont peu nombreux et ne permettent de prendre en charge que peu de patients à la fois. Et donc, le fait d'offrir à travers des applications de e-santé, c'est ce qu'on essaye de développer en créant un escape game éducatif sur la maladie de Parkinson, va permettre d'élargir le public et donner un accès très large à ces dispositifs d'éducation thérapeutique. Alors, vous nous avez parlé de la dynamique de solution des patients. C'est aussi une dynamique de suivi du patient par le neurologue.
Exactement. C'est à cette dynamique-là que les neurologues s'intéressent particulièrement. L'objectif, finalement, est de permettre aux neurologues et d'une manière générale, d'ailleurs, aux professionnels de santé qui vont s'occuper de patients atteints de la maladie de Parkinson, d'avoir une vision plus précise, plus objective, je dirais automatisée d'une certaine manière des symptômes des patients. Et on a vu donc que ces symptômes étaient très variables au cours du temps. Et le fait d'avoir finalement un résumé de la manière dont les symptômes s'expriment sur une période donnée pourrait être un guide très utile pour l'adaptation thérapeutique. Alors, la notion de l'évaluation objective qui ne serait pas parasitée par le biais interprétatif du patient, c'est une des forces de l'évaluation objective permise par les dispositifs de e-santé, mais c'est aussi une des limites. Et je pense que dans cette histoire-là, on ne peut pas non plus s'affranchir de la subjectivité des patients, qui est un des éléments essentiels sur les choix et les guides d'adaptation thérapeutique. Si on va un tout petit peu plus loin, un des objectifs serait de proposer des stratégies d'adaptation thérapeutique dans des situations particulières d'évaluation de symptômes de la maladie de Parkinson qui seraient guidées par les données issues des dispositifs de e-santé. Et si on se projette même dans un avenir, alors c'est pas de la science-fiction, mais voilà, presque pour la maladie de Parkinson, c'est effectivement de proposer des systèmes en boucle fermée qui permettraient d'adapter certains traitements de la maladie de Parkinson délivrés en continu sur la base des données issues des dispositifs d'actimétrie. Le modèle qu'on pourrait prendre, c'est la réalité pour le diabète, c'est le pancréas artificiel pour les patients diabétiques. Et peut-être pour terminer sur cette question-là, si on est dans une application qui serait une application réaliste de ces dispositifs, c'est simplement de faire un état des lieux de ce qui est disponible en termes d'offres de soins sur le territoire. Il est possible que les super experts de la maladie de Parkinson dans des centres spécialisés n'aient pas un besoin très spécifique finalement de ces dispositifs parce que leur expertise leur permet d'être performants et efficaces en étant directement en interface avec le patient. Mais finalement, ces dispositifs-là pourraient être utiles pour permettre à des soignants moins experts, alors ça peut être des neurologues non spécialistes de la maladie de Parkinson, ça peut être des médecins généralistes, ça peut être des infirmiers de pratique avancée, on sait que c'est des activités qui se développent, de proposer des choix thérapeutiques et des adaptations thérapeutiques pour la maladie de Parkinson d'une manière qui serait une manière plus homogène que ce qui est et plus accessible que ce qui est disponible aujourd'hui. Et pour terminer sur ce point-là, ce qui est assez crucial, c'est qu'aujourd'hui, toutes les applications dont je parle, c'est des applications qu'on peut imaginer, mais aucune d'entre elles n'a été validée par des essais cliniques, par des essais thérapeutiques qui montrent que l'intégration des données issues des dispositifs permet de proposer aux patients une meilleure prise en charge en termes d'amélioration de leurs symptômes moteurs, d'amélioration de leur qualité de vie ou même de satisfaction. Et cela peut entraîner également une dynamique de recherche clinique? Je dirais que le Graal, après lequel on court tous dans la maladie de Parkinson, c'est de développer un marqueur qui permettrait finalement d'avoir un reflet de la progression de la maladie de Parkinson, qui serait un marqueur valable du début de la maladie jusqu'à ces différents stades évolutifs, qui pourrait s'affranchir des problématiques liées à l'efficacité des traitements symptomatiques. Et peut-être que le data mining des données qui sont récupérées par les dispositifs de e-santé mis à disposition des patients pourrait permettre d'identifier, à l'aide de stratégies d'intelligence artificielle, un marqueur ou une série de marqueurs qui pourraient être utilisés, notamment dans des essais de neuroprotection, pour évaluer l'intérêt de traitement dont l'objectif serait de freiner, de ralentir la pente évolutive de la maladie de Parkinson. Évaluer et suivre à domicile des patients implique qu'ils acceptent les dispositifs numériques mis à leur disposition. Alors plusieurs questions, comment perçoivent-ils ces dispositifs, comment se les approprient-ils et quels sont les freins éventuels? Et bien entendu, la pandémie de la Covid-19 a-t-elle eu un impact? C'est une question qui est très intéressante parce que finalement, encore une fois, le risque qu'on prend avec la technologie, et notamment quand elle est au service des médecins, c'est à un moment donné de s'affranchir de la question du souhait des patients. C'est vrai pour l'analyse de leurs symptômes et c'est vrai pour l'utilisation sur des périodes longues de ces dispositifs. Alors,
on peut peut-être commencer par la question de l'acceptabilité. L'acceptabilité de ces dispositifs, en fait, on sait qu'elle est bonne. Il y a de très nombreuses études qui ont été faites à ce sujet-là, qui montrent que les patients sont très heureux d'utiliser ce matériel, sont curieux de l'intérêt que ces dispositifs peuvent avoir pour le suivi de leur maladie, sont même parfois force de proposition. Dans un travail qu'on avait fait au sein de l'Institut du cerveau, les patients, alors même qu'ils n'avaient pas eu connaissance spécifique des applications possibles des dispositifs de mesure des symptômes qu'on leur proposait, ont été capables d'envisager ces dispositifs comme des moyens d'améliorer l'adaptation des traitements, d'améliorer la communication avec leur neurologue et même ont projeté l'application dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Ils étaient curieux de ce que ça pouvait leur apporter et une fois qu'ils avaient testé les dispositifs, étaient globalement satisfaits de leur usabilité, puisque c'est le terme consacré, en mettant quand même en avant un certain nombre de petites difficultés dans la vie quotidienne, notamment la question de la discrétion des dispositifs, le fait de considérer que ces dispositifs-là, s'ils ne sont pas correctement designés, sont finalement pour eux la marque qu'ils sont atteints d'une maladie et en train d'être évalués. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas trop de réserve sur la possibilité, le caractère attractif de ces dispositifs. Ce qu'on sait aussi, c'est que sur du long cours, si les dispositifs sont attractifs et très utilisés au début, la tendance quand même est à une diminution de la fréquence et de l'adhésion à ces dispositifs au cours du temps. Je dirais que c'est vrai finalement pour la plupart des outils technologiques qu'on utilise. Si on n'y voit pas un intérêt direct, finalement, on va être très curieux au départ, les utiliser par curiosité et puis progressivement avoir tendance à les abandonner. Le deuxième aspect, finalement, c'est est-ce que les patients sont satisfaits et se projettent dans une médecine qui serait une médecine plus à distance, qui serait une médecine qui serait médiée par des outils technologiques et qui se passerait ou qui réduirait le contact avec le neurologue. Là, je dirais que la vision est beaucoup plus contrastée. On a appris grâce à la pandémie Covid-19 qui nous a obligés à basculer très rapidement dans une activité de télémédecine qu'on n'avait pas pratiquée avant sans vraiment y réfléchir, que c'était faisable, que les patients étaient satisfaits de cette modalité-là de consultation, mais finalement dans une situation dans laquelle ils n'avaient pas vraiment le choix et pas d'alternative, puisque c'était télémédecine ou pas de consultation du tout dans la période du premier confinement qui a été le modèle autour duquel se sont cristallisées ces questions autour de la télémédecine. Mais en même temps, quand vous leur laissez le choix, les patients plébiscitent le contact avec le neurologue. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Il va falloir un petit peu réfléchir à identifier quelles sont les situations dans lesquelles le recours à la télémédecine a une véritable valeur ajoutée. Alors, c'est assez clair, par exemple, que permettre l'accès aux soins pour des patients qui sont dans des déserts médicaux où il n'y a pas de neurologue, c'est une application évidente. Permettre à des patients qui sont dans des résidences de type EHPAD, dans un environnement très soutenant, avec une équipe médicale qui peut apporter des informations utiles lors de la consultation, ces situations-là peuvent être très certainement de bons champs d'application de la télémédecine. Mais encore une fois, je pense que dans de ce paradigme-là, la question de la parole des patients et la manière dont elle va être évaluée, dont elle va être écoutée, me paraît essentielle si on veut déterminer les bonnes applications de la télémédecine dans la maladie de Parkinson. L'e-santé est-elle pour vous l'avenir de la prise en charge et du suivi du patient parkinsonien ? Alors, l'avenir, je ne sais pas, un avenir possible avec certitude. Il y a un certain nombre d'applications dont on peut voir les avantages. On en a déjà parlé un petit peu. Des systèmes automatisés d'aide à la prescription sur la base des données des capteurs. Ça, je pense que ça peut être vraiment un atout fondamental pour rendre plus homogène, plus distribué la qualité de la prise en charge de la maladie de Parkinson sur le territoire. On a parlé des systèmes en boucle fermée sur le modèle de ce qui se fait dans le diabète avec le pancréas artificiel. Je pense que là, on est dans une application qui est une application à plus long terme. C'est presque finalement un défi technologique et je ne sais pas si on y arrivera. Mais il y a un certain nombre de défis qui doivent être résolus si on veut avancer vers ces applications. Il y a des défis qui sont des défis, je dirais, techniques et technologiques, qui sont aussi des défis conceptuels sur ce qu'on sait de la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, un neurologue qui veut adapter le traitement d'un patient atteint de la maladie de Parkinson va, d'une certaine manière, à travers son évaluation clinique, moyenner des données qu'il récupère des patients sur une période de quelques jours à quelques semaines. Et c'est sur la base des régularités qu'il a identifiées sur ces périodes qu'il va prendre ses décisions. La question qui est posée, c'est que les dispositifs permettent une évaluation qui est une évaluation continue.
seconde après seconde, quasiment. Et donc, la question à laquelle on doit répondre, c'est quelle est la granularité de la mesure qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser des mesures moyennées sur des périodes longues, comme on le fait en clinique, ou est-ce qu'il sera plus performant de changer de paradigme et d'aller vers des évaluations thérapeutiques qui vont être proposées sur des changements quasiment au fil de l'eau, online? Ça, je ne sais pas répondre à la question aujourd'hui et c'est des choses qu'on doit évaluer si on veut avancer, notamment sur les questions d'adaptation thérapeutique automatisée. L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de dispositifs sont présents sur le marché pour évaluer les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Si on prend cet exemple-là, ces dispositifs sont censés évaluer la même chose, le tremblement, le ralentissement moteur. Pour autant, ces dispositifs n'ont jamais été comparés entre eux et il n'est pas du tout certain que les dispositifs qui annoncent évaluer le même symptôme les évaluent de la même manière. Ce qui veut dire qu'on pourrait se retrouver avec des mesures différentes d'un même phénomène. Et si on veut s'affranchir de ce problème-là, la question d'un cahier des charges commun, d'une plateforme commune qui serait la base du développement des dispositifs utilisables dans le domaine de la e-santé, notamment dans le domaine de la e-médecine, me paraît être un objectif indispensable et on en est très, 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 très loin parce que derrière le développement de ces dispositifs aujourd'hui, il y a un enjeu économique qui est majeur. Et puis, je suis neurologue, donc je suis clinicien et je ne crois qu'à la preuve clinique. Ce qui manque fondamentalement, c'est des preuves, des études, des protocoles de recherche dont l'objectif et les résultats permettraient de dire que l'utilisation des dispositifs de mesure des symptômes de la maladie de Parkinson proposés à des médecins, neurologues, non neurologues, améliore la qualité de la prise en charge de la maladie de Parkinson. C'est comme ça qu'on propose la mise à disposition de médicaments. Je pense que cet élément de preuve-là doit rester indispensable pour les dispositifs de e-médecine, même si le risque qu'on prend avec ces dispositifs-là paraît bien moindre que le risque qu'on pourrait prendre avec les médicaments. Ceci dit, je vais juste prendre un exemple concret parce que ça me paraît important de le souligner. Si vous imaginez que vous adaptez le traitement de la maladie de Parkinson sur la base de données de mesures de motricité issues d'un dispositif automatisé et que vous fondez vos décisions thérapeutiques sur ces mesures-là, il est possible que parce que vous allez mesurer les symptômes de manière objective, vous vous trouviez dans une situation où vous allez pousser le traitement vers une maximisation des posologies, par exemple. Ce que vous n'auriez pas fait dans un contexte d'évaluation un peu globale du patient dans le paradigme clinique habituel. Et en poussant les posologies des traitements, vous pouvez éventuellement exposer les patients à plus d'effets indésirables. Donc, il n'est pas certain que même la question de la sécurité de ces dispositifs-là soit une question si triviale et si évidente. Donc, pour toutes ces raisons, efficacité et même tolérance, je pense que le fait de disposer d'outils d'évaluation clinique de la pertinence de ces dispositifs est aujourd'hui une pièce manquante au puzzle de la e-médecine et de la e-santé dans le domaine de la maladie de Parkinson. Merci Monsieur Grabli. Puisque vous évoquez les modèles économiques, Monsieur Alexis Genin, quels sont selon vous les modèles économiques développés actuellement en matière de santé digitale et quelles sont les adaptations du système de l'assurance maladie à cette nouvelle donne ? Oui, c'est effectivement un domaine qui, étant très nouveau, est à la recherche de son ou de ses modèles. Alors, le système de santé français, c'est très rapidement structuré pour permettre un accès facilité à ce type de solution. Il y a maintenant des modes de remboursement de soins de télémédecine ou de téléexpertise qui se déploient dans différentes pathologies, dont les pathologies du système nerveux, et qui donc permettent de déployer, en tout cas plus facilement et plus rapidement qu'auparavant, ce type de solution. Et puis, ce qui se développe également de manière très intéressante, ce sont des systèmes où ces outils peuvent être mis à disposition gratuitement, avec un modèle économique qui va être totalement différent, qui va être d'impliquer les fabricants de médicaments dans le financement de ces solutions et la mise à disposition de ces solutions pour les patients, sans qu'elles soient payantes, c'est-à-dire pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Il y a également, dans d'autres domaines, les mutuelles et les assurances, dont on voit qu'elles peuvent s'impliquer elles-mêmes pour proposer à leurs assurés ou à leurs sociétaires des ensembles de solutions qui leur permettent d'avoir accès à ce type de nouvelles technologies. Et enfin, toujours au niveau des initiatives gouvernementales, le dossier de santé numérique va très prochainement être généralisé à la population. Et avec ce dossier de santé numérique qui permettra à chaque citoyen, s'il le souhaite, d'avoir accès à l'ensemble de ces données de santé et d'y donner accès aux différents médecins qu'il consulte, il y aura un ensemble d'applications médicales référencées et validées
que chaque personne pourra utiliser pour prendre soin elle-même de sa santé, encore une fois, en complément du soin, je dirais, courant qui lui est déjà proposé. Merci Monsieur Genin, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 5e podcast de la Fondation d'entreprise IRSEM. Partagez-le, abonnez-vous pour le recevoir tous les mois et surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de la Fondation d'entreprise IRSEM.